Alors, dans le cadre des travaux de notre mission d'information sur la santé périnatale et son organisation territoriale, nous entendons cet après-midi des représentantes de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc, nous avons déjà parmi nous Madame Marguerite Cazenave, qui est directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins. Et je pense que... Ah non, on a enlevé le chevalet. OK. Alors, nos premières auditions mettent en lumière une préoccupation générale sur la situation de la santé périnatale au regard des indicateurs de mortalité néonatale, infantile ou maternelle, mais aussi de différents facteurs de risque liés, entre autres, à un âge maternel plus tardif, à une augmentation de la précarité, à une plus forte prévalence de l'obésité et à une santé mentale dégradée. Cependant, l'analyse précise des causes expliquant ces mauvais indicateurs se heurte à l'impossibilité actuelle de croiser et apparier les différentes bases de données. Vous nous direz si la CNAM mène des travaux en la matière, voire à chiffrer le coût de la mise en place d'un véritable registre des naissances qui revient dans pratiquement toutes nos auditions. Plus généralement, nous voulons aujourd'hui échanger avec vous sur la prise en charge des mères et de leurs bébés et l'organisation actuelle de l'offre de soins et des parcours de suivi. Si le suivi de la grossesse semble aujourd'hui très dense, nos interlocuteurs ont relevé des lacunes dans le suivi postnatal ainsi que dans le déploiement de politiques de prévention de la santé du nouveau-né, mais aussi de la santé mentale des jeunes parents. Vous nous direz quel levier d'amélioration vous identifiez. Par ailleurs, je sais que la rapporteure vous interrogera également sur les coûts et les modalités de financement des activités de gynécologie, d'obstétrique, de néonatologie, de prévention ou encore des hôtels hospitaliers. Je vais vous laisser la parole sans plus attendre pour une courte intervention liminaire. Je passerai ensuite la parole à Véronique Guillotin, notre rapporteure, pour une première série de questions. Et je précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Voilà, Madame Cazeneuve, je vous laisse la parole. Madame la Présidente, merci beaucoup. Peut-être un petit mot d'introduction pour dire qu'effectivement, on a un sujet autour de la donnée de santé pour ce qui relève de l'enfant et notamment sur la petite enfance pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai sans doute. Donc effectivement, la question de la donnée est cruciale, à la fois le recueil de la donnée et l'appareillement de cette donnée, sachant que sur l'appareillement de la donnée, on a aujourd'hui les outils pour le faire de manière correcte, mais on a bien un sujet de recensement de la donnée. On pourrait y revenir un peu plus en détail. Vous dire néanmoins que la santé des femmes en périnatale et la santé du jeune enfant sont vraiment deux priorités de l'assurance maladie depuis plusieurs années. Et donc, c'est à ce titre qu'on avait lancé le Prado Maternité et un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, de retour à domicile de la femme après son accouchement, le développement du réseau des sages-femmes libérales, qu'on a une politique très active sur la santé du jeune enfant. Et donc, voilà, on essaie de, même si on avance un tout petit peu à l'aveugle, effectivement, sur les données de l'enfant, on essaie de se donner les moyens d'en savoir un peu plus et d'une certaine manière, sans attendre d'avoir des données qui sont parfois lacunaires, on a heureusement développé un certain nombre de dispositifs, notamment dans le cadre des 1000 premiers jours, mais avec des initiatives qui avaient été lancées avant. Et puis peut-être un dernier mot pour vous dire qu'il y a un certain nombre de requêtes qui nous ont été adressées préalablement à cet entretien. Donc on a les chiffres, voilà, je suis venue avec les chiffres avec lesquels je pouvais venir, mais nos requêtes continuent de tourner. Et donc on vous adressera évidemment par écrit les éléments qu'on n'aura pas pu vous transmettre aujourd'hui. Voilà, Véronique. Je ne sais pas, peut-être avant qu'on aille sur des questions, c'est peut-être pas un interrogatoire, est-ce que peut-être avoir par rapport aux questions que vous avez vues, est-ce que vous n'avez pas un petit propos liminaire sur les différents sujets, puis après on précisera peut-être sur les quelques questions. En fait, vous avez
plusieurs sujets. Il y a la question de base étant le recueil des données. Donc l'assurance maladie, elle a aujourd'hui ce qu'on appelle le SNDS. Et donc c'est un appariement de plusieurs bases de données. Et donc ces bases de données, elles sont constituées principalement, d'une part, des données de remboursement en ville. Donc ça, c'est une donnée qu'on a qui est extrêmement fiable et exhaustive. D'autre part, les données du PMSI, c'est-à-dire les données qui sont issues des bases hospitalières. Et puis, on a un certain nombre d'autres bases de données qui viennent compléter cette base de données, et notamment pour ce qui relève des décès. Et donc, on a des données qui sont à la fois des données administratives et des données de santé. En revanche, ce qu'on n'a pas, donc ça, c'est la base de données avec laquelle on travaille, donc qui sont des données médico-administratives. Sur la base de ces données médico-administratives, il y a des choses que l'on peut suivre de manière régulière avec un système de tableau de bord, etc. Il y a des requêtes qui peuvent être conduites, et donc c'est notamment Epiphare qui a été constitué donc, en lien avec l'assurance maladie et la NSM pour conduire de manière beaucoup plus spécifique des enquêtes épidémiologiques et notamment auprès des femmes enceintes ou qui ont été enceintes au moment de la prise de certains médicaments. Donc ça constitue la base de données qu'on peut aller interroger. Il est possible de faire des appariements et de faire des requêtes. Le principal sujet étant entre guillemets l'exhaustivité des bases de données. Et donc le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques entités pour lesquelles il n'y a pas de tarification à l'acte. Et donc, comme nous, la manière dont nous recueillons les données, ce sont soit les données de remboursement en ville qui sont directement facturées, soit via le PMSI avec la codification des actes au sein des établissements de santé. On a quelques structures pour lesquelles nous n'avons pas de données. Et parmi ces structures, on a notamment les PMI. Et donc les PMI aujourd'hui font partie de la zone grise. Alors elles ont la possibilité de nous facturer un certain nombre d'actes, heureusement, c'est-à-dire qu'on leur propose, enfin elles ont la possibilité en tout cas de refacturer à l'assurance maladie les actes qui sont la plupart des actes qu'elles font et qui relèvent des actes médicaux et paramédicaux. Elles ne le font pas toujours parce que c'est vrai qu'ensuite l'argent revient au département, et donc c'est pas nécessairement il n'y a pas une priorité de gestion sur le fait de déclarer à l'assurance maladie un certain nombre d'actes. Donc on a lancé là une action du côté de l'assurance maladie pour accompagner les PMI sur le fait de correctement nous facturer d'une certaine manière les actes qu'elles font. Et puis voilà, mais en tout cas, dès qu'on rentre, donc il y a les PMI et puis des structures un peu plus sociales, et puis des structures qui sortent du champ de la santé pour lesquelles, pour le coup, on n'a pas de données. La deuxième chose qui me semble importante également, c'est que de manière générale, on n'a pas de données cliniques. C'est-à-dire que les données dont on dispose, ce sont des données médico-administratives, donc qui sont remplies par les professionnels de santé, mais y compris dans mon espace santé demain quand il sera rempli. Par exemple, on sait dire qu'un patient a été hospitalisé pour telle et telle raison, on sait dire qu'il consomme tel ou tel médicament. En revanche, on ne sait pas s'il est fumeur ou pas fumeur, on ne sait pas dire quelle taille il fait ou quel est son poids. Et cette donnée-là, pour l'instant, en tout cas à cadre juridique constant, c'est une donnée dont nous ne disposerons jamais. Donc le patient aura la possibilité de le remplir dans son espace santé, les professionnels de santé également. En revanche, ce sont des données qui sont des données cliniques qui appartiennent au patient, le patient lui-même a la possibilité de partager ces informations avec ses professionnels de santé, mais c'est des données qui ne sont jamais consolidées. Et donc, quand bien même, donc on a un certain nombre de travaux qui vont nous permettre d'avoir un registre de données médico-administratives plus complet, le SNDS. Mais c'est vrai que parmi les questions que vous vous posez, il y a des questions qui interrogent des données qui sont des données qui ne sont pas recueillies, j'allais dire de manière nationale et exhaustive, et pour lesquelles il n'est pas prévu, en tout cas de le faire. Et donc c'est là où, j'allais dire, se substitue
une autre manière d'interroger la santé, en l'occurrence de l'enfant ou des mères, c'est l'enquête, la cohorte, et donc le fait de prendre un échantillon de femmes, un échantillon d'enfants et de les suivre. Donc dans la plupart des enquêtes et dans la plupart des études sur la santé du jeune enfant, on passe par des cohortes, justement parce qu'on a de toute façon et de toute évidence un manque de données à la fois cliniques et un problème d'exhaustivité de la donnée. Merci. Quelques questions. Est-ce que j'ai bien compris que vous n'avez pas toutes les données là. Je vais juste essayer de voir si vous avez quand même quelques infos à nous donner. Autrement, vous nous les ferez parvenir. Ce qui nous aurait intéressé, c'est effectivement savoir si les suivis en fait post-nataux et pré-nataux sont à peu près à quel taux sont-ils effectués par les parturientes. Est-ce que vous connaissez à peu près le taux de recours des femmes aux sages-femmes référentes? Voilà. Quelle est un peu aujourd'hui la pénétration de ce métier dans le suivi des parturientes? Une autre question sur peut-être les financements. Alors, de manière à peu près générale, est-ce qu'aujourd'hui le financement de l'acte technique, le financement prénatal, j'ai eu un peu l'idée par exemple des CPP par exemple, quel est le type de financement? Est-ce que c'est du financement en général forfaitaire? Est-ce que c'est des financements à l'acte? Et est-ce que ça permet effectivement à ces structures, quand elles sont plus en plateau d'accouchement, d'avoir une activité renforcée de suivi pré- et post-nataux? Ou est-ce que la tarification, un peu comme dans le MCO, doit évoluer pour justement qu'on ait un problème de suivi? Parce qu'on sent bien que dans les indicateurs, on a les indicateurs aujourd'hui. En tout cas, cette mission nous a montré qu'on a quand même des indicateurs de mortalité infantile maternelle qui n'étaient pas franchement les meilleurs dans notre pays, que tout n'était pas lié à l'organisation des soins, mais que c'était également lié au suivi des parturientes. Ça a été dit par la présidente au sujet d'une personne d'obésité, donc de facteurs personnels, mais également de précarité, et que tout ça méritait effectivement un suivi pré- et post-natal, sans parler de la première cause de mortalité après accouchement, qui reste la maladie psychiatrique et du coup le suicide. Donc, est-ce que les cotations aujourd'hui permettent un suivi important? Est-ce que l'accès également des femmes est en tout cas bien suivi et idéal? Et puis dans les préventions des postpartum, sur le premier entretien postnatal, je pense il me semble en tout cas que la prise en charge n'est pas à 100%. Est-ce que ce ne serait pas une piste effectivement de mettre cette prise en charge à 100% en moyen en fait de peut-être une des propositions pour se dire qu'on pourrait trouver un petit levier pour en tout cas être plus important sur le sujet? Et puis idem sur l'activité libérale des infirmières puéricultrices. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur une réflexion concernant cette activité libérale? Voilà mes premières questions. Alors peut-être pour vous, je vais essayer dans l'ordre. Alors sur le dispositif de la sage-femme référente, donc c'est un dispositif qui a été lancé très récemment, puisqu'il a été adopté par la loi, il y a eu le décret, mais nous on a signé conventionnellement avec les sages-femmes pour sa mise en place il y a un peu moins d'un an. Et donc juste un peu plus d'un an. Donc on a en un an, entre le 12 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, on a 15 912 formulaires qui ont été réceptionnés par les caisses primaires d'assurance maladie. Et donc on a 2325 sages-femmes qui ont été déclarées référentes. Donc il y a eu une entrée en vigueur le 12 novembre 2023, parce qu'en fait vous avez le dispositif, il était d'abord législatif puis réglementaire, puis il y a eu une traduction conventionnelle dans un texte qu'on a signé avec les sages-femmes à l'été. Donc il est entré en vigueur le 12 novembre 2023, et donc on a d'ores et déjà 2325 sages-femmes qui ont été déclarées référentes, sachant qu'on en a un peu plus de 7000 qui sont installées en libéral, donc c'est beaucoup. Pareil, donc 15 900 formulaires, c'est également beaucoup, et on a organisé, et c'est alors même qu'on n'a pas encore fait la promotion de la sage-femme référente, et donc je vous l'avez peut-être vu, on a lancé la campagne de promotion de la sage-femme référente la semaine dernière.
Donc elle est sur les réseaux sociaux, donc on commence à la diffuser un petit peu partout, et on a fait un webinaire avec l'ensemble des sages-femmes libérales pour leur expliquer le dispositif, la rémunération associée, et l'objectif c'est également qu'on puisse faire une campagne d'accompagnement qu'on va conduire là dans les mois qui viennent auprès des sages-femmes sur le terrain grâce à notre réseau, pour celles qui auraient manqué l'information ou qui auraient des réticences à s'y lancer, et puis aussi que les autres professionnels de santé soient également informés pour qu'ils puissent, le cas échéant, encourager leurs patients à déclarer une sage-femme référente. Mais en tout cas, en très peu de mois, j'allais dire, et compte tenu du fait qu'on n'avait pas du tout fait de promotion du dispositif au moment où il est rentré en vigueur, on est très agréablement surpris par le taux de montée en charge du dispositif. Alors ça, c'est un premier élément. Pardon. Ouais, pour la sage-femme référente, ça concerne uniquement les femmes enceintes. Absolument. D'accord. Absolument. Ça s'arrête après l'accouchement. Exactement. En fait, l'idée vraiment de la sage-femme référente, alors c'est un peu différent du médecin traitant. C'est quand même un peu le même principe de suivi global, mais effectivement, entre guillemets, ça se limite à la période prénatale et postnatale. Mais vous avez dans l'émission de la sage-femme référente le fait d'assurer la coordination à la fois de la prévention des soins en prénatal et en postnatal. Et on a introduit, et ça me semble aussi important de l'avoir à l'esprit, un forfait de santé publique, l'équivalent d'une ROSP, ce qui existait pour les médecins, pour les sages-femmes. Et donc cette ROSP qui a 1 000 € par an, elle est fondée sur 6 indicateurs. 2 indicateurs de vaccination, donc grippe et coqueluche, le fait qu'il y ait eu un suivi dentaire pendant la grossesse, sachant qu'on a un suivi dentaire qui est très mauvais pendant la grossesse, alors même qu'on a un bilan de prévention pris en charge à 100% qui est proposé. Et puis le fait que les femmes enceintes ont réalisé à la fois l'entretien pré- et postnatal, et qu'elles ont participé à au moins 3 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc en fait, on confie à la sage-femme référente une forme de cahier des charges en disant voilà, c'est pas nécessairement vous qui vaccinez, c'est pas nécessairement vous qui réalisez la totalité des séances, etc. Mais on vous donne la responsabilité du parcours, et à ce titre-là, vous avez le financement de la sage-femme référente et par ailleurs un financement sur j'allais dire ce forfait de prévention. Sur l'entretien postnatal, il a effectivement été notamment mis en place pour prévenir et identifier en tout cas le plus vite possible le risque de postpartum. Donc c'est un entretien dont on favorise au maximum le fait qu'il soit au domicile de la patiente, pour que la sage-femme ou le médecin puisse prendre connaissance de l'environnement dans lequel la sage-femme ou le médecin, la patiente se situe, la jeune maman se situe. Cet entretien-là, c'est un entretien qui n'est pas strictement médical. L'objectif, c'est qu'il soit beaucoup plus tourné sur on va dire effectivement les signaux faibles en matière de santé mentale, la relation mère-enfant, etc. Donc ça, c'est un élément important. Effectivement, tout ce qui relève du postnatal aujourd'hui, c'est pas pris à 100%, et je pense que c'est effectivement en tout cas une piste qui pourrait être tout à fait explorée, de se dire que finalement dans dans le parcours maternité, puisque c'est bien cette logique-là en tout cas qu'on a retenue pour les sages-femmes dans le cadre de une sage-femme référente, elle intervient bien en postnatal. Le fait qu'effectivement il y ait le 100%, en tout cas que ce ne soit pas le même taux de prise en charge aujourd'hui, on a effectivement des remontées de réseau qui nous disent qu'il peut y avoir une incompréhension de la part soit des patientes, soit des praticiens, et que ça pourrait éventuellement être un obstacle qui pourrait être levé. Il y a aussi le sujet de l'adressage des patients vers le dispositif Mon Soutien Psy, qui aujourd'hui est un adressage. Les annonces du Premier ministre vont de toute façon modifier le parcours pour bénéficier d'un accompagnement par un psychologue, mais en tout état de cause, le fait en tout cas d'accompagner la sage-femme et de lui permettre de lui mettre à disposition, entre guillemets, cet outil-là, le fait de pouvoir adresser à un de ses confrères ou à une de ses consoeurs psychologues une jeune maman
dont elle sent qu'elle est en fragilité, c'est effectivement un élément qui nous semble également important. Alors, sur le- ouais. De l'accouchement, du pré- et post-natal, du suivi en fait dans les maternités, est-ce que se finance pas? Et est-ce que ce financement, on est aussi sur une discussion de petites maternités, de modèles économiques, etc. Donc déjà aujourd'hui, est-ce que ce financement permet aux petites maternités d'avoir leur modèle économique? Est-ce que quand on a des transformations, des regroupements de plateaux techniques, est-ce que les CPP, donc justement, ont des financements particuliers pour pouvoir renforcer la prévention? Comment sont financés en fait, Alors, le ministère de la Santé, en tout cas la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, sera plus à même de vous répondre sur la partie du coup vraiment hospitalière, obstétricale. Nous, on regarde davantage la partie ambulatoire et la partie de ville. Mais effectivement, dans la réforme du financement des établissements de santé, parmi les différentes réformes qui ont été poussées et les différents champs prioritaires qui ont été identifiés pour passer de la tarification à l'acte à du financement forfaitaire, etc., l'obstétrique, le champ obstétrical n'a pas été identifié comme étant un champ pour lequel les modalités de tarification et de facturation posaient problème. Donc, en tout cas, c'est dans les constats qui ont été faits. C'est vrai que ça a été très bien vu sur les urgences. Il y a les soins non programmés, etc. Donc, il y a un certain nombre de champs et il y a eu une équipe qui a une mission qui a travaillé sur les champs hospitaliers sur lesquels il y avait oui ou non une nécessité de modifier les paramètres de financement vers moins d'actes et vers plus de forfaits. Et l'obstétrique, à ma connaissance, n'a pas du tout été considéré comme étant, en tout cas, à risque. Mais ça n'est que la vision de l'assurance maladie qui est, pour le coup, qui n'est pas en charge de cette réforme. Peut-être, pardon, je reviens à une question que vous m'aviez posée. Et deux questions que vous m'aviez posées, effectivement. Peut-être sur le suivi postnatal. Donc, on a aujourd'hui 75% des femmes qui voient une sage-femme ou un médecin dans les 7 jours. Donc, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. C'est la principale recommandation, c'est ce suivi postnatal. Et on a, nous, modifié la manière dont on travaillait avec notre réseau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les objectifs qu'on fixait au réseau des CEPAM, on avait un objectif sur le nombre de parcours Prado-maternité qui étaient effectués. Donc c'était, d'une certaine manière, un objectif de moyens, sachant que le Prado-maternité, il existait en certaines maternités, mais pas dans toute maternité, parce qu'il n'y avait pas des agents de l'assurance maladie qui pouvaient suivre chaque femme en sortie de maternité. L'intérêt de Prado, quand ça a été lancé, c'est que ça a permis en fait de faire éclore presque une profession qui est la profession de sage-femme libérale. Il y en a 7000 aujourd'hui, il n'y en avait quasiment pas il y a une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, avec l'émergence de cette profession en libéral d'une part, et d'autre part le fait qu'on a quand même une organisation des soins qui se structure avec les CPTS, etc., on a une articulation ville-hôpital et en tout cas maternité-ville qui se fait de mieux en mieux. Et donc, vous avez de plus en plus de maternités qui ont un réseau de sages-femmes libérales qui peuvent prendre le relais en sortie de maternité. Et donc, on a, nous, modifié depuis l'année dernière les objectifs qu'on fixe à notre propre réseau. Et donc, l'objectif maintenant, c'est plus le nombre de parcours Prado et donc de femmes qu'on a nous-mêmes accompagnées. C'est un objectif de résultat. Et donc, notre réseau, il est évalué et il est financé parce que c'est des indicateurs de résultats et qui sont aussi des indicateurs de financement des CEPAM. L'indicateur, c'est le fait d'atteindre 80% de sortie de maternité. Et donc ensuite, j'allais dire, charge à la CEPAM de mettre en place les outils qui sont à sa disposition, soit effectivement de faire de l'accompagnement direct, soit de charger la CPTS, de mettre en lien la CPTS et la maternité, bref, de faire en sorte que ça se structure, mais en fonction évidemment des territoires. C'est pas la même chose. Vous avez des territoires où vous avez un maillage de sages-femmes libérales important et d'autres où c'est moins le cas. Sur les infirmières de puériculture, c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de débats
pendant les travaux qui ont été conduits sur les assises de la pédiatrie pour savoir si, oui ou non, il fallait en faire entre guillemets une profession libérale à part entière. Alors, les pré-travaux, ils ont pas, les travaux sur les assises de la pédiatrie n'ont pas encore été rendus, mais c'est un des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup de débats. En tout état de cause, nous, du côté de l'assurance maladie, on sera exécutant par rapport à cette mission qui nous sera ou non donnée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les actes de puériculture, ils n'existent pas dans nos nomenclatures, donc il faut qu'on les crée. Le cas échéant, on peut les créer sans que la profession ne soit par ailleurs installée en libéral, c'est-à-dire qu'on pourrait de toute façon les créer pour qu'elles puissent être cotées par les PMI, puisque comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que les PMI, normalement une PMI, notamment pour qu'elle puisse avoir les moyens financiers, il faut qu'elle puisse facturer à l'assurance maladie le plus d'actes possible. Donc déjà aujourd'hui elle sous-facture, mais demain dans une logique où on aura à nous correctement accompagner les PMI pour qu'elles facturent, c'est vrai qu'il y a une partie des actes qu'elles ne peuvent pas nous facturer qui sont les actes qui relèvent de la puériculture, et donc on a en tout cas une question qui est au moins d'enregistrer ou de créer une nomenclature pour ces actes-là. Après la création d'un métier en libéral, les avis, en tout cas, qui s'y opposent, partent du principe que pour être le sage-femme, l'infirmière de puéricultrice, elle ne peut travailler que dans une équipe de soins, et que c'est vraiment au sein d'une PMI, en proximité directe avec une assistante sociale, un médecin, etc., que son travail est efficace, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut légitimement poser quand on voit les infirmières de pratique avancée, toutes les infirmières qui ont entre guillemets des compétences spécifiques. C'est vrai que leur modèle économique, quand elles sont totalement isolées en ville, il est plus compliqué à construire que si elles appartiennent et si elles sont salariées d'une structure. Donc pour les IPA, le modèle est en train de se développer. Pour les infirmières de puériculture, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont quand même d'abord vocation à travailler en PMI. Et donc, le cas échéant, si les actes étaient créés et facturés, on pourrait imaginer que ça le soit tout en ayant une configuration qui reste une configuration salariée au sein d'une PMI. Pourquoi les PMI ne facturent pas? Parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que la cotation des actes n'est pas facile, parce que ce n'est pas leur souci? Quelle est la raison, à votre avis? Et du coup, tous ces actes, finalement, passent sous les radars. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment une de nos principales difficultés aujourd'hui. Alors, pour la vaccination, elles ont une dérogation, les PMI, ce qui fait que, de toute façon, pour la vaccination, nous, en fait, ce qu'on voit, c'est les vaccins qui sont remboursés en pharmacie, et donc qui sont remboursés de manière nominative en pharmacie. Et donc ça, les PMI, c'est les seules structures, avec les établissements de santé évidemment, qui ont une dérogation pour détenir des vaccins et donc vacciner sans qu'il y ait un suivi nominatif. Donc ça, cette dérogation, elle perdurera, et donc il faut qu'on trouve un autre système pour avoir un suivi exhaustif. En revanche, pour tous les autres actes, effectivement, il faudrait que la PMI, elle puisse nous facturer ces différents actes, et elles ne le font pas parce qu'honnêtement, elles sont débordées, que ce n'est pas leur cœur de métier, que vous avez dans les établissements de santé des équipes qui sont qui se consacrent à la cotation des actes, que c'est un métier à part entière, que quand vous êtes en libéral, c'est votre gagne-pain, entre guillemets, donc vous faites attention à facturer correctement vos actes. Et donc, les PMI, c'est vrai qu'elles sont un peu entre deux, c'est-à-dire qu'elles ont un financement, une dotation qui est apportée par le conseil départemental, et donc il n'y a pas d'intéressement direct au fait d'être correctement rémunéré. Et donc, ça fait partie effectivement des choses qu'on avait identifiées. Donc là, on lance cette année un accompagnement, une aide aux PMI pour que les PMI nous facturent correctement leurs actes, qu'elles puissent recevoir le bon niveau de financement de l'assurance maladie, et qu'on ait, nous, un meilleur suivi de leurs actes. Et il y a Alors ça, c'était peut-être en répondant à la question, et je me permets d'ajouter peut-être un élément. Quand tout à l'heure, je vous parlais des données cliniques dont on ne disposait pas et dont on ne pourrait pas disposer, il existe peut-être une manière donc à laquelle on a commencé, on a
on démarre des travaux. Une manière qui pourrait nous permettre de faire les choses de manière un peu différente, ou en tout cas de recueillir davantage de données, c'est que vous avez des examens obligatoires de l'enfant. Ces examens obligatoires de l'enfant aujourd'hui, ils sont remplis, que ce soit par la PMI, par la maternité, par le pédiatre, le médecin, etc. Et donc, vous avez 20 examens obligatoires. Et parmi ces 20 examens obligatoires, vous en avez 3 dont les résultats doivent être adressés à la PMI. Aujourd'hui, ces 3 examens qui doivent faire l'objet d'un certificat envoyé à la PMI, ils contiennent de la donnée clinique. Donc là, c'est de la vraie donnée clinique où vous avez taille, poids, etc., des informations, toutes les informations qui nous seraient utiles pour le suivi du jeune enfant. Ces certificats, aujourd'hui, ils sont envoyés à la PMI et la PMI, elle est censée faire 2 choses. D'une part, remonter ces données à l'adresse de manière anonymisée pour que l'adresse soit en mesure de faire de l'épidémiologie sur la santé de l'enfant. Et d'autre part, conduire des actions d'aller vers auprès des familles qui sont les plus en difficulté. Le problème, c'est qu'en fait, la PMI, elle ne reçoit que 40% de ces certificats parce qu'en fait, il n'y a que 40% des médecins qui le remplissent et qui l'envoient. Donc ça, c'est un problème majeur en termes de suivi de la donnée. Mais finalement, on va passer maintenant dans une autre dimension avec la dématérialisation des données et la création de mon espace santé. Et donc là, alors je ne sais pas si vous avez suivi les vagues du Ségur de la santé qui visent à rendre interopérables les logiciels des professionnels de santé. Dans la vague 2 du Ségur, on a tout ce qui relève du carnet de santé de l'enfant. Et donc, mon espace santé, vous aurez vraiment un espace dédié aux enfants. Et on va demander aux professionnels, sur ces 3 examens obligatoires, de les remplir de manière dématérialisée. Donc nous, on est en train de créer le formulaire dématérialisé qu'ils trouveront sur Amélie Pro et qu'ils trouveront sur leur logiciel. Il y aura une obligation de passer par ce remplissage dématérialisé. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle, je suis désolée, c'est un peu technique, une alimentation en Y. Donc une alimentation en format non structuré dans le dossier dématérialisé du patient. Donc ça, nous, on n'a pas le droit d'aller chercher. Une fois qu'il est dans le dossier du patient, on n'a pas le droit, nous, d'aller regarder ces données-là. En revanche, la donnée qui part du logiciel du professionnel, à partir du moment où il y a un filtre d'anonymisation, on peut récupérer cette donnée. Et là, si on arrive à faire ça, et donc c'est un projet sur les 2-3 ans, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire que sur les 3 certificats à déclaration obligatoire, on récupère de manière dématérialisée cette donnée, en fait, on aura des vraies données cliniques sur ces 3 H clés. Et si on sait le faire sur ces 3 examens obligatoires avec certificat obligatoire, finalement, on pourrait le faire pour les 20 examens obligatoires de l'enfant, ce qui veut dire qu'à horizon 3-4 ans, on peut imaginer avoir de la donnée épidémiologique beaucoup plus exhaustive et intéressante sur la santé de l'enfant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la donnée qui existe dans les carnets de santé des enfants aujourd'hui, personne d'autre ne les a que les parents et le médecin qui suit l'enfant. Madame, tu dois partir, oui, vas-y. Oui, je vais partir. C'est pour avoir un complément par rapport au PMI, parce que les infirmières puéricultrices en PMI sont, j'allais dire, chapeautées par des médecins de PMI. Donc, qu'est-ce qui fait que justement il n'y a pas... Alors moi, j'ai les chiffres de la Somme qui sont assez considérables. Je dirais c'est quand même, pour les puéricultrices, 2996 visites à domicile, 6860 consultations. Si on ne réclame pas, j'allais dire, ce que l'on peut retoucher compte tenu de la situation des départements, je pense que c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas justement à... C'est la nomenclature qui n'est pas bien définie, ou c'est une absence de demande de la part des conseils départementaux ou des PMI à la CEPAM? C'est les 2. Alors on se rend compte que déjà sur les actes qui sont facturables à l'assurance maladie par le médecin, etc., on est en sous-déclaration massive. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on accompagne, nous, les PMI, pour qu'elles nous facturent mieux les actes. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a toute une part de la nomenclature qui est inexistante, qui est la nomenclature des infirmières puéricultrices, qui n'existe pas et qu'il faudrait créer. Donc la création d'une nomenclature, c'est un travail qui est toujours conséquent, mais c'est un travail évidemment qu'on pourrait tout à fait engager, mais en lien avec la Haute Autorité de Santé, puisque c'est un travail scientifique. Qui n'est pas en cours pour l'instant. Qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que ça a été évoqué par les infirmières. Oui. Et donc cette création de nomenclature se fait avec la HAS alors?
En lien avec la Absolument. En fait, la manière dont fonctionnent nos différentes nomenclatures, on tient en fait des espèces de giga-registres. Donc, par exemple, pour les médecins et sur les actes techniques, on a 13 000 actes techniques. On est en train de tout revoir en ce moment. Donc, il y a des comités scientifiques qui travaillent sur en fait, la classification des actes, qui sortent des actes, qui introduisent des actes, qui les hiérarchisent. Pour chaque sortie d'acte, pour chaque introduction d'acte ou pour chaque modification du libellé d'acte, on interroge la Haute Autorité de Santé pour vérifier qu'elle valide scientifiquement de manière indépendante la création, la suppression ou la modification de l'acte. Et une fois que les actes sont définis, là on passe au conventionnel, c'est-à-dire la négociation entre guillemets tarifaire entre l'assurance maladie et la partie syndicale de la représentation de la profession. Et pour les puéricultrices, c'est déjà en cours, c'est dans les tuyaux ou pas du tout? Personne n'y pense ou on en est où? Alors c'est un sujet qui tourne depuis assez longtemps. C'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, la cotation et les nomenclatures, elles deviennent indispensables à partir du moment où une profession devient libérale, parce que sans ça, la profession, la professionnelle ne peut pas vivre. Et donc elle a besoin de pouvoir nous facturer des choses. Et donc, comme par ailleurs, c'est des travaux qui sont extrêmement lourds et compliqués, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu, en tout cas, cette demande d'installation ou de création libérale d'infirmières, de puéricultrices, en tout cas, le besoin de créer une nomenclature s'est pas fait nécessairement sentir, ou en tout cas était moins prioritaire que celui d'actualiser, de créer des nomenclatures pour les autres professions, sachant que typiquement sur les infirmiers libéraux, on a aujourd'hui une nomenclature qui est relativement frustre, sur laquelle on travaille par ailleurs, et donc on est en train d'engager des travaux. Et donc, vous avez notamment, parmi les revendications actuelles, le fait que les infirmiers considèrent libéraux qu'ils ont une nomenclature qui n'est pas claire, avec des cotations qui sont compliquées, et c'est tout à fait juste. Et donc, on a, je veux dire, le fait de travailler, c'est-à-dire d'avoir des nomenclatures qui soient à la fois compréhensibles par les professionnels, qui soient proches de leurs pratiques, parce que finalement, les pratiques évoluent, etc. C'est tout un travail. Donc là, on est en train de le terminer avec les médecins, on va le réengager. On a fait le travail également avec les kinés, on va le réengager avec les infirmiers. Et donc, la question de savoir si à un moment donné, on nous demandera de le faire pour ce champ de la puériculture. Voilà. Notre collègue Jocelyne Guidez. Oui, c'est plutôt une constatation et je suis un peu étonnée qu'il n'existe toujours pas de registre de naissance depuis le temps que c'est demandé. Donc, je voudrais savoir si vous savez pourquoi on n'a pas avancé sur ce sujet-là. Deuxième question, aujourd'hui, on manque de pédiatres. Donc, on dit qu'il y a un problème de sécurité dans les petites maternités, donc on les ferme. Et pourtant, le taux de mortalité n'a pas diminué. Est-ce que vous avez la réponse à cela, sachant qu'on est plutôt au fond du peloton par rapport aux pays européens? Alors, j'ai un avis sur la question, mais en tant qu'assurance maladie, en tout cas la CNAM, c'est vrai que notamment sur l'activité des petites maternités, etc., c'est vraiment pas nous l'institution n'est pas compétente. Je vous prie de m'excuser, c'est le régime d'autorisation, donc ça relève de l'État. Et sur le registre, alors on a en fait un certain nombre de registres qui sont en train d'être constitués. On a notamment donc EPIPHAR, c'est une institution constituée des chercheurs de l'assurance maladie et de l'ANSM, et eux ils font de tout ce qui est de la pharmacovigilance. Et donc, ils ont constitué un registre qui s'appelle EPIMER, et notamment sur la pharmacoépidémiologie. Donc là, ça a été notamment créé suite au scandale d'Épakine, et notamment pour retrouver et pour identifier les femmes enceintes pour lesquelles il y a encore de la d'Épakine qui est prescrit. Et en fait, ils sont en train de regarder les éléments. Alors là, il faudrait peut-être que vous auditionnez le président d'EPIPHAR, mais en tout cas, les travaux de recherche consistent à retrouver dans la durée, d'essayer de voir s'il y a des liens entre la prise de médicaments
et la mortalité infantile ou la mortalité de la mère. Donc Épimère, c'est ça. Ils font des recherches pour essayer de mettre en évidence des liens de cause à effet entre la prise de substances médicamenteuses et des décès ou un certain nombre de... Voilà. Et donc ça, c'est un registre très spécifique. Et donc on a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ce sujet. Après, sur le registre, de manière plus générale, c'est vrai que c'est un... en tout cas, de ce que j'en vois, c'est que la constitution de bases de données, c'est un travail très lourd. Et donc, il faut que vous ayez des gens qui construisent la donnée, qui l'alimentent, qui la tiennent à jour, qui fassent la requête, etc. Donc, en fait, le sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, de manière la plus simple possible, et de quelles données on a besoin, et qui les remplit, quoi. Donc, en fait, ce registre, on pourrait le créer, mais finalement, je pense que la meilleure manière... Enfin, s'il n'a pas été créé, parce que honnêtement, l'État est volontariste, et je pense qu'il y a eu c'est une interrogation qui tourne depuis longtemps. C'est très compliqué de tenir des registres. Déjà, les cohortes, c'est compliqué, mais les registres, ça l'est encore plus. Donc, c'est vrai que la réflexion que nous, on essaie d'avoir, en tout cas, à chaque fois qu'on nous pose des questions, qu'on voit des angles morts dans notre système de données de santé, c'est de se dire finalement de quelle information supplémentaire on aurait besoin pour être en mesure de sortir l'étude qui pourrait nous intéresser sur tel ou tel élément. Et donc, par exemple, sur la question de la psychiatrie, du lien entre psychiatrie et mortalité de la mère, donc on sait ce qu'on est capable de savoir, par exemple. Nous, dans on a, parce qu'on suit les prises de médicaments, notamment, on sait dire quelles sont les femmes qui sont en tout cas catégorisées chez nous comme ayant un suivi psychiatrique, ou en tout cas ayant une maladie psychiatrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait, sur lequel on peut travailler. Donc effectivement, le tabagisme, ça, nous, on ne peut pas le faire. Donc après, SPF fait des enquêtes régulières sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait inverser peut-être le sujet en se disant quelles sont les informations dont on manque aujourd'hui pour aller au bout de nos analyses. Et donc, je pense qu'il y a une partie des données qui sont des données notamment sur le développement de l'enfant, dont on ne dispose pas aujourd'hui et dont on disposera demain si les professionnels de santé remplissent correctement les fameux certificats obligatoires de l'enfant de manière dématérialisée. Donc, ça veut dire qu'on aura les éléments de développement de l'enfant, ce que vous voyez dans le carnet de... donc, ce carnet de santé de l'enfant, à partir du moment où ces données-là, elles seront... il y a une nouvelle version qui va sortir, mais c'est vrai que c'est des données aujourd'hui qui ne sont pas consolidées. Le jour où elles sont consolidées, on a des éléments au niveau national de manière exhaustive sur le développement de l'enfant, et donc on pourra faire le lien entre les éléments du développement de l'enfant, au-delà des enquêtes ou des cohortes, entre le développement de l'enfant et par exemple la santé de la mère, la santé psychiatrique de la mère, etc. Donc on a des éléments dont on disposera. Après, si plus spécifiquement par exemple sur l'alcool, sur le tabagisme, etc., ça c'est effectivement des données cliniques dont on ne dispose pas aujourd'hui. Si c'est ça spécifiquement qui nous intéresse, il y a par ailleurs des travaux qui sont en train d'être lancés par le ministère de la Santé auquel on participe sur la recherche en soins cliniques pour essayer d'inciter la médecine générale notamment à remplir un certain nombre de données en soins primaires. Et donc peut-être effectivement qu'il faudrait travailler avec eux pour se dire, voilà, on a des éléments, des informations en soins primaires qu'il nous manque, notamment la consommation d'alcool ou l'alimentation, enfin des choses qui relèvent vraiment du patient. Et alors quand c'est le patient qui le remplit dans son espace santé, nous on ne peut pas le récupérer. En revanche, il pourrait donner l'autorisation au médecin de saisir cette information, et que cette information ensuite elle puisse être utilisée à des fins de recherche. Donc ça, c'est des travaux sur la recherche en soins primaires. Aujourd'hui, on n'est pas très bon en France parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens sur la recherche en soins primaires, mais il y a des travaux qui ont été entamés vraiment très récemment par le ministère de la Santé, sur le sujet de la recherche en soins primaires, pour permettre à des médecins notamment de remplir un certain nombre de données sur des patients, et avec l'autorisation des patients de pouvoir constituer des bases de données et ensuite reverser ces bases de données au SNDS pour pouvoir faire les croisements. Parce qu'en fait, à la fin des fins, ce qui est important, c'est qu'on puisse, nous, faire des croisements et faire des requêtes, et donc que ces bases de données, elles puissent alimenter le fameux SNDS, qui est le Système national des données de santé. Nous, on sait requêter, on sait faire des appareillements, mais la question, c'est la source de la donnée et de quelles données on a besoin.
Je crois qu'il n'y a plus de questions auprès de mes collègues. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations, toutes ces données que vous nous avez données. Donc, on vous a fait partir un questionnaire. Vous seriez gentil de nous donner une contribution écrite avec tous les chiffres que vous avez et les données que vous avez. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence. Merci, mes chers collègues, d'avoir assisté. Et puis, bien sûr, à nos administrateurs qui nous suivent tout au long de ces auditions. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, Et puis, Madame la bon retour. rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs.